Merci beaucoup pour cette présentation bien trop élogieuse. C'est à moi de vous remercier de votre accueil, de votre présence à toutes et tous, et de votre accueil, puisque je deviens un habitué de cette maison et j'en suis très honoré. Vous m'aviez convié déjà à présenter un de mes précédents livres, « À quoi nous sert le droit ?» et je garde un souvenir très fort, effectivement, de ces échanges que nous avons pu avoir à cette occasion, y compris donc, quand nous avons échangé avec François Host, donc, qui venait de sortir peu de temps après mon ouvrage, un ouvrage avec pratiquement le même titre, « À quoi sert le droit ?» ce qui a permis effectivement des échanges et un dialogue chaleureux mais exigeant sur les rapports entre le regard de la philosophie de la théorie du droit et le regard du sociologue que je suis. Donc j'étais enthousiaste, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs réglé les problèmes d'intendance en quelques jours, parce que j'étais très heureux effectivement de recevoir votre invitation. Alors, effectivement, ce que je vais peut-être centrer mon analyse, c'est une analyse qui porte, donc je tiens une thèse sur le rapport entre les savoirs et le politique, le pouvoir, donc je dirai pourquoi, mais en quelque sorte je l'ai engagé sur trois champs. Celui des savoirs sur le droit, celui des savoirs sur la société et celui des savoirs sur la nature et les sciences et technologies. Donc j'ai gardé le terme de nature parce que c'était plus en adéquation avec les termes de société et les termes de droit, mais c'est plus large, en quelque sorte, comme on pourrait dire les autres sciences, dans le jargon indigène. Et donc là, en quelque sorte, vous êtes juriste par le pluriel, je suis chercheur juriste et j'ai eu le souci en quelque sorte de mettre en valeur peut-être la place qui est importante dans l'ouvrage que j'ai consacré au savoir sur le droit. Pardon, tout va bien. Je reviens juste. Alors, permettez-moi de commencer par quelques remarques préalables. D'abord, une remarque qui consiste à considérer qu'il n'y a pas de savoir en soi. Il n'y a pas de savoir en soi, et ce qu'on en dit, ce qu'on en écrit, est dans une interrelation forte et complexe avec son locuteur. Ce qu'il est comme personne, ce qu'il est comme acteur aussi, comme acteur social. Et effectivement, c'est cet ouvrage donc, qui a été pour moi c'est une écriture qui s'est faite dans un moment important, majoritairement pendant la période du confinement, période au moins qui était propice, qui était très austère, mais qui était propice un peu à un retour sur soi et à un retour sur le sens de ce qu'on fait ou de ce qu'on tente de faire. Et je crois que ce livre est un peu la résultante de cette période tout à fait exceptionnelle. Elle est aussi la résultante, c'est ce travail de réflexivité auquel le confinement prêtait à se consacrer. L'esprit politique des savoirs est la résultante d'une histoire personnelle. Celle que j'évoque dans l'introduction de l'ouvrage, donc celle d'un enfant et d'un adolescent dont la vision sublimée qu'il pouvait avoir de la culture, du savoir, des savoirs en général, était proportionnelle à la difficulté d'y être associé, d'y être en quelque sorte convié à y participer. Et c'est cette vision sublimée que je suis entré, avec cette vision sublimée, donc je suis entré dans le monde des sciences sociales et que là j'ai dû très vite composer avec un univers qui est aussi celui des rapports de pouvoir, des luttes de territoire, au point que ces aspects institutionnels peuvent parfois prévaloir sur ceux qui sont propres à la production de connaissances. Donc, une sorte de retour critique, en quelque sorte, sur cette entrée et sur cette expérience que j'ai du monde académique
et en particulier quand on remplit des fonctions de responsabilité institutionnelle où les choses apparaissent moins sublimes et moins idéalisées qu'elles ne l'étaient dans la vision que j'avais de la culture. Première remarque donc préalable. Deuxième remarque, j'ai découvert... nous avions organisé avec une collègue et amie, Stéphanie Lacour, donc chercheur juriste au CNRS, nous avions organisé un séminaire sur le legal consciousness, c'est-à-dire le courant américain du legal consciousness, et là était venu un peu par hasard des collègues qui venaient qui étaient issus de la sociologie, philosophie, histoire des sciences. Et dans les échanges que nous avions dans ce séminaire, j'ai découvert, mais véritablement découvert, je ne suis pas du tout un spécialiste d'histoire, philosophie, sociologie des sciences, que ce que ces collègues rapportaient étaient des choses que j'observais, moi, tout à fait dans le domaine du droit. Les transformations, en quelque sorte, de la conception de la recherche, de la science, qui étaient équivalentes, parallèles à ce que moi j'observais du côté de ce que je considérais comme les transformations des savoirs sur le droit. Et donc ça m'a donné envie effectivement d'entreprendre une comparaison. Et donc ma formation de sociologie générale et ma longue expérience en sciences politiques où j'ai aussi beaucoup enseigné, tout ça m'a conduit en quelque sorte à intégrer un troisième champ de savoir, celui des savoirs sur la société, donc de comparer les savoirs sur le droit, les savoirs sur la société et les savoirs sur la nature. Troisième remarque très importante qui détermine en quelque sorte la vision que je vais vous proposer de mon ouvrage et la thèse que j'y tiens. Je fais et je l'ai fait, je l'ai découvert, je fais le constat d'un extraordinaire parallélisme des transformations dans ces trois champs de savoir. Et donc je me pose la question de comment interpréter cet étonnant, cet extraordinaire parallélisme des transformations dans ces trois domaines de savoir: le savoir sur le droit, le savoir sur la société et le savoir sur la nature et les sciences et technologies. Et je me souviens à ce moment-là de ce que Michel Foucault déclare dans un de ses ouvrages à propos des relations savoir et pouvoir. Je cite, Foucault dit « Il s'agit de savoir non pas quel est le pouvoir qui pèse sur la science, mais quels effets de pouvoir circulent entre les énoncés scientifiques, car il n'y a pas de relation de pouvoir sans contribution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. » Et donc de ces rapports donc étroits entre savoir et pouvoir que souligne Michel Foucault, surgit concomitamment chez lui l'idée d'une matrice juridico-politique. Une matrice juridico-politique correspondant à des contextes historiques déterminés. Quatrièmement, le constat donc, de ce exceptionnel parallélisme des transformations des savoirs dans les trois domaines concernés m'a conduit à considérer deux grandes périodes historiques et que j'ai qualifiées de la période de certitude d'une part et d'autre part de la période de l'incertitude. Je n'ai pas utilisé les termes modernité, postmodernité qui ont fait tellement d'usage qu'on finit par être perdu sur le sens qu'on peut leur donner. Donc j'ai préféré ce terme plus simple, période historique des certitudes, période historique des incertitudes. Et du point de vue des savoirs, le temps des certitudes, c'est le temps de l'autonomie du champ de savoir, des champs de savoir, l'autonomie des champs de savoir, c'est un savoir ou des savoirs qui sont en surplomb par rapport à la société. C'est une croyance en une raison avec un R majuscule et une vérité avec un V majuscule. Et c'est de considérer de façon plus générale que le régime de connaissance est en phase avec un régime politique, de régulation politique par le haut.
Donc, temps des certitudes. Temps des incertitudes très vite pour le qualifier. Les savoirs ne sont plus sur la société, mais ils sont dans la société. Ils ne sont plus sur la société, ils sont dans la société. On va trouver l'équivalent dans le domaine du droit, et ça pose le problème pour le titre de la revue que j'ai contribué à créer. C'est-à-dire que, est-ce que ça a encore un sens de dire droit et société? Est-ce qu'il ne convient pas de dire maintenant plus le droit dans la société? Et donc, une remise en cause des rapports entre les savoirs et la société, j'y reviendrai à plusieurs reprises dans mon intervention, et à côté de la vision exclusivement du haut vers le bas, top-down, s'impose donc une vision, la présence et l'existence d'une vision bottom-up, c'est-à-dire du bas de la société, des effervescences de la société, qui a une influence très très importante sur l'économie des savoirs, et notamment ce que j'ai étudié. Alors maintenant, très vite, après en quelque sorte ces remarques préalables, comment se décline donc cette dualité certitude-incertitude dans le domaine des savoirs, comment elle s'établit suivant donc les trois grands champs de savoir concernés. Premièrement donc le régime de savoir dans le temps des certitudes. Comment les trois champs de savoir que j'ai étudiés effectivement se déterminent, se donnent à voir. Le droit, bien sûr, d'abord, les champs de savoir sur le droit, et le droit, pourrait-on dire, là, comme raison, avec un R majuscule. Et pourquoi mettre en premier ce régime de savoir sur le droit? D'abord parce que c'est mon champ de recherche principal, et je suis un observateur, à partir du droit, un observateur attentif, donc, de l'évolution du droit, de son évolution contemporaine. Et en quelque sorte, là, ce que je vous propose, ce n'est pas simplement de comparer les trois domaines de savoir, mais c'est de mettre en perspective le savoir sur le droit lui-même. Donc, une partie de mon ouvrage que je centre sur cette question des savoirs sur le droit, compte tenu de vos compétences à la matière, ou de vos intérêts à la matière. Et donc, mettre en valeur les savoirs sur le droit, c'est mettre en valeur un cycle de transformation des savoirs sur le droit, mais non pas comme un en soi, mais comme une référence exemplaire qui s'inscrit dans un processus plus général qui concerne aussi les savoirs sur la société, les savoirs sur et les savoirs sur la nature. Mais j'accorde une importance particulière au champ de savoir sur le droit, qui me paraît être un révélateur particulier, exceptionnel, d'un processus plus large. Et dans ce sens-là, en quelque sorte, vous avez ce qui, en quelque sorte, nourrit mon investissement, mon engagement dans la recherche sur le droit. C'est-à-dire, je retrouve en quelque sorte la posture des grandes figures fondatrices des sciences sociales, pour lesquelles le droit était extrêmement important. Était extrêmement important au centre de leur œuvre, le plus souvent, parce que le droit, en quelque sorte, apparaissait comme un révélateur exceptionnel des transformations des sociétés, notamment dans la période fin du 19e, début du 20e, la révolution industrielle, etc. Et c'est en quelque sorte là, cette filiation que je retrouve, c'est le statut important que j'accorde au droit comme sa fonction heuristique, en quelque sorte, pour comprendre les transformations de la société. Alors, quelle est très vite l'économie spécifique des savoirs sur le droit dans la période des certitudes? Le droit impose son statut de droit, avec un D majuscule, comme raison, avec un R majuscule, et il le fait au moyen de plusieurs opérations. Première opération, un certain recouvrement entre pratique du droit et savoir sur le droit. La frontière, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les échanges, mais très souvent, il y a une sorte de confusion des registres entre pratique et recherche, en quelque sorte. Et on ne sait plus très bien de quoi il s'agit et en quoi ça se distingue. Et c'est très illustré par
par la doctrine et les débats dont elle fait l'objet. Et là, je pense, et je cite abondamment dans mon ouvrage, le magistral ouvrage de Christophe Jamin et de Philippe Gestaz sur la doctrine, effectivement, qui... ces auteurs critiquent en quelque sorte ou se mettent à distance de l'idée selon laquelle la doctrine est une science et serait la science du droit, ou serait une des expressions de la science du droit, jusqu'à considérer chez certains auteurs que le droit n'est pas l'objet d'une science, il est lui-même une science. Donc, voilà une des caractéristiques importantes du statut des savoirs sur le droit dans la période des certitudes. Et très souvent, il y a, pour donner ce statut, conférer ce statut particulier au savoir sur le droit, on va en quelque sorte faire appel à la dimension esthétique. Il va y avoir une opération d'esthétisation du droit. On va parler d'art juridique. Comme si, là aussi, il y a l'idée de trouver de la transcendance, de nourrir la représentation transcendante dont le droit peut faire l'objet. Et donc une esthétisation de la production du droit qui va pouvoir être considérée dans certaines circonstances quand on rédige le Code civil, quand on le réforme comme l'a fait la doyen Carbonnier. Le doyen Carbonnier parle lui-même de l'art juridique. Donc, un des éléments de construction, c'est d'une certaine représentation, on pourrait en dire transcendantale, des savoirs sur le droit. Il y a aussi la promotion et l'exercice d'une science du droit, d'une certaine science du droit, comme la philosophie du droit, la théorie du droit, où le recours au registre savant autorise à énoncer ce que doivent être les finalités d'une société. Au nom d'un recours au registre savant, non plus au registre esthétique là, mais au registre savant, on affirme la prétention de pouvoir énoncer ce que doivent être les finalités de la société. Et là, on retrouve, et pour les personnes qui étaient présentes dans notre échange avec François Hoss, on retrouve là ma divergence avec François Hoss, c'est-à-dire, je trouve son « À quoi sert le droit ?» un ouvrage magnifique de théorie du droit. J'ai des doutes sur la dernière partie qui, au nom de la théorie du droit, l'amène à énoncer ce que doivent être les finalités de la société. Donc, voilà, débat mais qui reste très très ouvert et je suis prêt à le poursuivre avec une écoute attentive. Donc, cela va conduire cette conception, cette construction d'un statut transcendantal du droit va conduire à considérer dans certains cas que le droit est la vraie science du politique. Le droit est la vraie science du politique et c'est la science, le droit devient la science d'un ordre politique pyramidal. Et tout ça, quatrième point important qui va caractériser ce statut du savoir sur le droit dans la période des certitudes, c'est extrêmement intéressant pour moi. D'ailleurs, c'est ce qu'on va trouver très, très souvent dans la littérature classique traditionnelle en la matière, c'est le rejet ou l'ignorance du social, au sens générique du terme. C'est-à-dire ce qui se passe dans la société, ce que sont les effervescences de la société. On va l'ignorer ou on va le condamner d'une certaine façon. Ce recours au social, cette référence au social, dans sa réalité, il va être rejeté dans les savoirs qui lui sont consacrés, donc à une hostilité très forte à l'égard des sciences sociales. Et pourquoi ? Pourquoi ce rejet constant, récurrent à l'égard du social dans cette conception du savoir sur le droit dans la période de la certitude ? Bien, parce que, pour reprendre les termes, je crois, de Christophe Jamin et de Philippe Gestaz, parce que l'enjeu est de préserver un droit, avec un D majuscule, émanant, je cite, d'un lieu de la vérité, comme la règle ne peut être découverte dans la société elle-même. Donc un lieu de la vérité, car la règle ne peut être découverte dans la société elle-même. Dernier point, la crainte, le rejet du social dans cette conception, donc cette représentation du savoir sur le droit,
tient au fait que il y a un sentiment, et que je vais retrouver d'ailleurs dans les sciences de la nature, dans les savoirs sur la nature, c'est la crainte d'une contamination par ce qui vient de la société. La pureté du droit, en quelque sorte, sa cohérence, sa force, tient précisément à son autonomie par rapport au social, et le social et les effervescences du social sont des désordres qui risquent de s'introduire dans l'ordonnancement idéal du droit. Et puis, dernier point qui va effectivement justifier ce positionnement à l'égard du social, c'est que le droit aspire très souvent, ce qui apparaît dans son histoire, dans l'histoire de ce savoir, aspire à être la science du social, la vraie science du social, comme la vraie science politique, comme y a fait référence très justement Pierre Legendre notamment. Donc voilà très vite, dans la période des certitudes, les caractérisations en quelque sorte des savoirs sur le droit, leur statut et les représentations dont ils font l'objet. Deuxième point, dans la période de certitude, deuxième type de savoir, les savoirs sur la société. Et on pourrait dire là, la prétention, c'est prétendre épuiser le sens des phénomènes, c'est les expliquer en surplomb. Donc on va avoir là, en quelque sorte, des théories qui vont se développer, des travaux qui sont développés dans les savoirs sur la société, où en quelque sorte, la grande préoccupation, on le voit beaucoup à la fin du 19e, début du 20e, chez les grands fondateurs, c'est la grande préoccupation, c'est faire société ou refaire société. On est dans la période de la révolution industrielle et il y a une sorte de bouleversement des sociétés. Et donc, la grande crainte des sociologues, c'est de faire le constat, effectivement, de ces désordres croissants et c'est comment y remédier. Et ils sont visiblement, je dis les choses très vite et un peu trop synthétiques, mais en quelque sorte, là, on va rechercher... je pense que ce n'est pas par hasard que les grandes figures fondatrices accordent tant d'importance à la religion. En quelque sorte, la religion est effectivement l'élément qui doit permettre, ou des substituts à la religion. C'est ce que tente Durkheim. Durkheim, il déplace en quelque sorte l'objet du culte de la République et les substituts, qui se substitue à Dieu, la République qui se substitue à Dieu. Donc il y a une préoccupation très forte autour de la religion comme permettant en quelque sorte de préserver le régime de régulation par l'eau, la vision pyramidale qu'on a de la société dans cette période de certitude. Et juste une notation, Alexis de Tocqueville, par exemple, parle du rôle de la religion, dans le rôle fondamental, vital de la religion, dans l'existence, dans la fondation, dans l'existence, dans le développement de la démocratie américaine. Donc on a des savoirs qui vont, si vous voulez, s'exprimer dans une conception, au sein d'une conception, d'une représentation qui est aussi une représentation pyramidale de la société, d'une régulation politique top-down des sociétés. Et d'où très vite, là aussi, l'intérêt qui va être porté à la question de la domination. Soit pouvoir la théoriser positivement, comme le fait Max Weber, soit ce qui va être très très fréquent dans les sciences sociales, reprenant les thèses de la Boétie, par Michel Foucault ou par Pierre Bourdieu. Et là, c'est le choix, en quelque sorte, de métathéories qui vont dénoncer, en quelque sorte, la domination. Mais en dénonçant la domination, paradoxalement, il consacre en fait l'existence d'un modèle de société qui est un modèle de société régi par le monopole d'une régulation par le haut. D'où donc, je n'insiste pas, mais l'intérêt que je porte à cette question de la domination, de la façon dont elle est traitée par les auteurs. J'en viens au troisième domaine de savoir, la nature et sciences et technologies. Et là, c'était une découverte pour moi. C'est un domaine que je ne connaissais pas, très peu, que j'ai découvert à l'occasion de ce séminaire sur le legal consciousness avec les collègues d'histoire, de philosophie ou de sociologie des sciences. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait effectivement une conception des représentations de la science en la matière
qui était conforme à celle qu'on observait sur le droit, qui était conforme à celle qu'on observait dans les sciences sur la société, avec les méta-récits, les méta-théories qui vous donnent, qui épuisent le sens du monde, et vous n'avez plus qu'à regarder et à vous soumettre en quelque sorte à ces théories qui vous sont proposées ou qui vous sont imposées. Et là, ces domaines des savoirs sur la nature sont apparus presque comme pour moi, comme une grammaire de ce passage du temps des certitudes au temps des incertitudes. Et c'est pour ça que dans mon ouvrage, le dernier chapitre de la première partie sur le temps des incertitudes est consacré au savoir sur la nature, et dans le premier chapitre de la deuxième partie sur le temps des incertitudes, aussi consacré d'abord à ce domaine de savoir, parce que le basculement y est absolument, je dirais, extraordinaire et éclairant par rapport aux autres domaines de savoir sur lesquels je travaille. Par exemple, on va parler et là je reprends des mots et des expressions qui sont utilisées par les historiens, philosophes, sociologues des sciences. On parle de certitude transcendante de la science, des savoirs sur la nature, et qui sont des savoirs donc, qui sont destinés à produire un effet d'autorité. Un des sociologues connus de la sociologie des sciences dit « La science parle comme Dieu », ou elle prétend parler comme Dieu. Donc, vous voyez, l'idée de transcendance du savoir, elle est explicite, elle est très très forte, elle est très visible, elle est plus encore peut-être que dans les autres champs de savoir sur lesquels j'ai travaillé. Deuxième trait important, parmi beaucoup de traits, donc je résume en peu de mots ce qui est plus longuement exposé dans mon ouvrage, on parle de distinction, de binarité, en quelque sorte sachant versus profane. Sachant versus profane. Il y a une dichotomie extrêmement forte. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui sont ignorants et à qui on va éventuellement transmettre le bon message de la vérité scientifique. Et donc, méfiance, donc ce qui est là aussi d'ailleurs de façon tout à fait parallèle au savoir sur le droit, une très grande méfiance à l'égard de ce qui vient de la société, du social, qui là aussi. Le mot est utilisé, c'est très amusant dans le domaine des savoirs sur la nature, c'est l'idée de contamination. D'une certaine façon, la société est potentiellement porteuse de désordre dans l'organisation, le fonctionnement, l'établissement des savoirs. Et donc il y a incontestablement une méfiance à l'égard du social, dans cette période des certitudes, donc, en ce qui concerne la nature. Dernier point peut-être important, je vais résumer un peu. La raison scientifique va apparaître, très curieusement là aussi, ce extraordinaire parallélisme avec les savoirs sur le droit, c'est-à-dire que la raison scientifique est en quelque sorte consacrée comme une raison politique, avec des légitimations réciproques. Donc on va avoir par exemple une représentation très anthropomorphique de l'organisation sociale. On va faire référence aux mathématiques, on va faire référence à la biologie, à des théories organicistes qui sont appliquées donc au monde politique et social. Et donc, en quelque sorte, une conception qui a des certitudes sur ce que doit être le fonctionnement du monde social, du monde politique, et on le rapporte en quelque sorte, on illustre ça par des recours effectivement à l'organicisme, à la biologie, aux mathématiques, pour en quelque sorte scientifiser la vision de la société. Et en quelque sorte, c'est très intéressant, le concept de régulation va être un concept dans lequel ce qu'on met en avant, ce qu'on montre, c'est que c'est l'histoire du thermostat. C'est-à-dire la température baisse et le thermostat automatiquement va la rétablir. L'équilibre est menacé, le thermostat en quelque sorte va remettre l'équilibre en place. Donc une vision scientiste, pourrait-on dire, des fonctionnements de la société. Donc j'en viens maintenant à ma deuxième partie, ça va deuxième partie, donc les régimes de savoir et le temps de l'incertitude. Et
ce qui est très intéressant, là, je vous ai dit, je mettais en parallèle dans le dernier chapitre de la première partie et le premier chapitre de la deuxième partie, je mettais en parallèle donc les savoirs, l'évolution des savoirs sur la nature et les sciences et technologies. Et là, il y a un véritable basculement qui s'opère. Un basculement qui s'opère, pour dire les choses très rapidement, dans ces sciences de la nature. Ce qui est démontré d'abord, c'est que la science est dépendante de contextes sociaux, de contextes économiques, de contextes politiques, et qu'elle n'est pas dans une autonomie totale. On produit de la science, du savoir, dans une atmosphère pure, en quelque sorte. C'est une atmosphère qui est un contexte saturé, en quelque sorte, de facteurs sociaux, politiques, économiques, qui marquent effectivement le fonctionnement de la science. Et un des éléments qu'on va mettre souvent en avant dans la littérature de philosophie, histoire, sociologie des sciences, c'est par exemple la place des femmes dans il n'y a pas de naturalité de la production scientifique. Si par exemple on considère que le milieu scientifique lui-même est un milieu, par exemple, où la question du genre n'est pas résolue, où la question des inégalités entre les femmes et les hommes est mise de côté. Alors qu'il y a beaucoup d'ouvrages en philosophie, histoire, philosophie, qui montrent que cette question du genre est une variable importante dans la façon dont on va produire de la vérité, de la science, dans ce domaine des savoirs sur la nature, des sciences et technologies. Donc là, on voit de nouveau une indissociation entre science et société. Là, ce qui va être mis en valeur, à l'inverse de la période de certitude, c'est l'idée que la science, je cite un sociologue des sciences, la science parle toujours de quelque part. Donc l'importance du contexte. On retrouve ça, si vous mettez ça avec le droit, c'est la même chose. C'est l'importance du contexte. Le social ne peut pas être évacué de la production même de la science elle-même. Le social, le contexte sont toujours là. La science parle toujours de quelque part. Et il y a en quelque sorte des interrelations forte entre science et société, entre science et société, et l'idée qui est avancée, pour dire les choses très rapidement et d'un mot, c'est l'idée de coproduction. La grande figure du courant américain de Science and Technology Study, Sheila Jasanoff, parle effectivement de coproduction. La science est une coproduction entre les scientifiques eux-mêmes, ce qu'ils observent, et la société, le contexte social, politique, économique, culturel dans lequel ils se trouvent. Et de façon tout à fait étonnante, ce champ de savoir va être probablement, là il va falloir que je travaille la question encore, parce que c'est une telle découverte que ça mérite d'aller plus loin, c'est très frappant de voir que c'est ce domaine des savoirs sur la nature, sciences et technologies, qui va poser la question de la démocratie, qui va poser le problème de l'implication des non-scientifiques, des citoyens, dans la production de la science et dans la diffusion et dans l'appropriation de la science. Et tout ce courant de participation citoyenne est dans ce domaine-là extrêmement, extrêmement dynamique, au point que la question est posée explicitement, je cite, c'est de faire entrer les sciences en démocratie. Comment prendre en compte, comment associer les éléments de la société, des acteurs de la société, des citoyens, comment les associer d'une certaine façon au processus de production de la science dans ce domaine de la nature et des autres sciences, comment penser une implication citoyenne. Et dans un grand courant une autre figure de la science, Helga Novotny, elle parle d'agora, c'est-à-dire comment créer des espaces publics où la science ne sera plus en surplomb, mais en phase, articulée avec les citoyens, les aspirations, les avis des citoyens. Deuxième champ de savoir dans la période des incertitudes. Donc, là, en quelque sorte, très vite, ce dont il va s'agir, c'est en quelque sorte de remettre en cause les métathéories, comme je le disais à l'instant, les métarécits, qui, comme l'a dit le philosophe de la postmodernité Jean-François Lyotard, prétendent fournir des explications englobantes et totalisantes. Englobantes et totalisantes. Et
Et là, on va avoir de multiples expressions. Je donne de nombreux exemples dans l'ouvrage sur cette remise en cause du statut, en quelque sorte, en surplomb des sciences, des savoirs de la société. Et une des plus belles illustrations, c'est la critique de la théorie critique de l'école de Francfort, qui va se développer avec une remise en cause, là, dans cette critique de la théorie critique de l'école de Francfort, influencée incontestablement par le marxisme. C'est la remise en cause d'une vision unilatérale du pouvoir s'exerçant du haut vers le bas. Et par exemple, un exemple parmi beaucoup d'autres, Axel Honneth, une des grandes figures de l'école de Francfort, rompt avec un de ses fondateurs, Horkheimer, parce que cette vision de la société que théorise Horkheimer, c'est une vision d'une société, d'une histoire qui est une histoire de la catastrophe et du déclin inéluctable. On va trouver ça très très souvent dans cette conception de la régulation par le haut. C'est-à-dire les choses s'imposent par le haut, en quelque sorte. Il y a des déterminismes extrêmement forts contre lesquels on ne peut pas lutter, qui s'imposent à nous. Et donc là, la critique de la théorie critique rompt avec le statut d'un individu dominé au point d'en être passif, à force d'avoir intériorisé son aliénation. On est là dans les conceptions très très répandues au sein de la sociologie, une certaine conception de la domination. Et donc ce qui est mis en valeur dans ces savoirs sur la société, c'est les capacités de résistance de l'individu. Et c'est l'idée est très importante là, qui caractérise tout à fait cette période dans ce champ de savoir sur la société, c'est l'idée de primauté de l'acteur sur la structure. Toutes les explications auparavant venaient du jeu, de l'influence des structures. Il faut remettre en valeur l'acteur, avec son autonomie, avec ses initiatives, avec ses implications, avec ses aspirations, etc. Et on va avoir là, en quelque sorte, une remise en cause d'une sorte d'unilatéralité de la domination. Alors je vois que le temps passe, donc je ne vais pas illustrer trop longtemps cette transformation, mais on va retourner à des auteurs qui précisément vont remettre en cause l'idée du caractère inéluctable de la domination, de ce qui vient par le haut et qui s'impose d'évidence aux sociétés et aux individus. Et on va retourner donc à des travaux comme ceux de Michel de Certeau, que je cite longuement, et là je ne vais pas le citer parce que je vois que je suis trop bavard. L'historien anglais Edward Thompson, donc qui va montrer, qui a une conception à la fois, je dirais, progressiste du fonctionnement de la société, mais qui s'écarte du marxisme en disant, mais il montre plein d'exemples de gens dominés, de citoyens dominés, et qui ont des stratégies en fait, de lutte contre la domination qu'on a sous-estimée. Et de la même façon, l'anthropologue, pour prendre des exemples parmi une nombreuse littérature, l'anthropologue Edward Thompson, l'anthropologue américain, va travailler sur... excusez-moi, l'anthropologue, je ne sais pas, Edward Thompson, c'est l'historien, excusez-moi, l'anthropologue James Scott, qui va s'attacher à dévoiler chez les paysans pauvres de Malaisie sur lesquels il travaille, les luttes politiques, je cite, discrètes, que mènent ces citoyens, ces paysans pauvres, et les stratégies que ces paysans pauvres développent pour établir une résistance aux exploitations dont ils sont victimes. Donc, vous voyez très très vite, c'est en quelque sorte ce qui met en valeur, c'est dans la société, il y a des effervescences, il y a du volontarisme, il y a des aspirations, il y a des réalités. La société, le bas, fonctionne et est en interaction et ne fait pas que subir en quelque sorte la régulation par le haut, il est capable d'en résister. Et ce qui est intéressant, il y a, là je n'ai pas le temps de développer, mais une illustration dans le champ de savoir, notamment celui de la sociologie, c'est le développement d'une sociologie pragmatique
qui va se distinguer, par exemple, de la sociologie, en partie au moins de la sociologie de Bourdieu, et qui est en quelque sorte une sociologie pragmatique qui est dans la filiation de la philosophie pragmatique américaine, qui était représentée notamment par la figure de John Dewey, lequel, dans les années 1920-1930, s'attachait à définir ce que devait être la participation des citoyens au fonctionnement démocratique. John Dewey, Le public et ses problèmes, une première édition, 1927. Et la sociologie pragmatique est au cœur, en quelque sorte, d'un régime de connaissances en sciences sociales. Critique du réductionnisme structurel, la question de la primauté, de l'exclusivité de l'effet des structures est remise en cause. Et Luc Boltanski, par exemple, déclare qu'il convient que nous renoncions à avoir le dernier mot sur les acteurs, en produisant ou en leur imposant un rapport plus fort que ceux qu'ils sont à même de produire. Et donc, il y a une sorte de remise en cause de l'idée d'agent, l'expression employée dans la sociologie bourdieusienne, pour mettre en valeur l'idée d'acteurs, les citoyens qui sont potentiellement ou qui sont réellement des acteurs. Et en considérant que les individus les plus dominés peuvent être acteurs de leur destin, et l'individu n'est plus le simple, en quelque sorte, récepteur d'injonctions. Et ce qui est intéressant là, ce qui va aussi se répercuter dans le champ de savoir sur la société, ça va être la mise en cause de concepts comme ceux de empowerment, de capabilité, d'adjunctivity, d'agency, c'est-à-dire qui montre en quelque sorte que les individus fonctionnent ils interviennent, ils réagissent, et il faut prendre en compte ces comportements, ces aspirations, effectivement, des individus ordinaires, entre guillemets, dans le fonctionnement, l'économie des savoirs et dans leurs appropriations par la société. Et de ce point de vue-là, on va avoir des champs de recherche qui vont être très exemplaires de ce changement de paradigme à l'intérieur des savoirs sur la société. C'est la recherche sur le genre qui vont mettre l'accent sur, notamment, je trouve ce domaine-là, sans démagogie, c'est un domaine extrêmement riche du point de vue épistémologique, parce que ça montre bien que c'est un domaine dans lequel on a montré, en quelque sorte, que les femmes étaient capables, en quelque sorte, de se mobiliser et de devenir, effectivement, non plus simplement des agentes, entre guillemets, mais bien des actrices, en quelque sorte, dans le domaine de la vie privée, l'organisation de la vie privée, dans le domaine de rapport au travail, etc. On voit là, c'est tout à fait exemplaire, tout à fait illustratif de ce qu'on attend de personnes, en quelque sorte, qui passent d'un statut de sujet à un statut d'actrice. Cette conception qui va mettre l'accent sur l'individu, l'importance de l'individu, et qui va mettre, par exemple, l'accent aussi sur la notion de subjectivité des acteurs, c'est dans le domaine des politiques publiques. Voilà un domaine dans lequel cette question de la subjectivité est mise en valeur. C'est-à-dire les individus ne sont pas simplement, ils ne sont pas des réceptacles des dispositifs de politique publique. Ils les interprètent, ils se les approprient en fonction de ce qu'ils sont, en fonction des groupes sociaux auxquels ils appartiennent, etc. Il y a de la réaction, en quelque sorte, et c'est bien ce qu'on analyse dans les processus de production et de mise en œuvre, de conception, de mise en œuvre des politiques publiques. Et là, j'ai des ouvrages que je cite et qui sont très, très exemplaires en la matière, notamment des ouvrages qui portent sur les populations vulnérables, sur les handicapés, et qui montrent comment ces individus qui sont a priori, en quelque sorte, qui subissent, sont susceptibles de devenir acteurs des dispositifs de politique publique qui leur sont consacrés, de faire un travail d'interprétation. Dernier point, peut-être sur ce concerne ce champ de savoir sur la société, ce changement de paradigme va entraîner des nouveaux modes d'approche du social et pour lui donner en quelque sorte un sens nouveau. Et on va avoir, du point de vue de la démarche de recherche, si vous voulez, la mise en valeur de pensée par cas. On va avoir le développement de la micro-histoire. Je reviens très vite sur les définitions qu'on peut donner à chacun de ces éléments. Sur la notion d'infrapolitique, sur la notion d'ethnographie. Très vite, pensée par cas, c'est le magnifique ouvrage de Jean-Claude Passeron et de Jacques Revel, donc un sociologue et un historien. Et
pensée par Cass, c'est envisager, je cite, qu'un approfondissement des propriétés d'une singularité peut laisser espérer la construction d'une argumentation de portée plus générale. La micro-histoire, ça va être une façon, en quelque sorte, de corriger les simplifications et de modifier les perspectives qui sont offertes par les grandes narratives en matière historique, et de montrer là que les détails peuvent avoir des micro-situations, peuvent avoir de l'importance. James Scott, donc l'anthropologue américain dont je vous parlais tout à l'heure, va lui critiquer très fort le savoir sur la science politique, en disant la science politique, majoritairement, elle travaille avec ce qui est en haut, la régulation par l'eau, les institutions, le pouvoir, les agents du pouvoir. Mais il faut travailler, il faut développer l'infrapolitique, c'est-à-dire ce que font les individus dans la société, y compris des individus sans pouvoir, qui en fait ont des influences sur les processus politiques qui sont à l'œuvre au sein de la société. Et il est temps, dit-il, que la science politique classique déplace sa focale précisément sur ces effervescences au sein même de la société, pas simplement sur ce qui se passe en haut avec le pouvoir, les institutions et les acteurs de ces institutions. Et donc, dernier point aussi qui est caractéristique de ce nouveau champ économie dans le champ de savoir sur la société, c'est l'approche ethnographique. Et là, c'est qui se multiplie beaucoup dans les recherches de sciences sociales, qui va être d'étudier, par exemple, je vais prendre un seul exemple, un ouvrage que j'ai suivi après la thèse avec beaucoup d'intérêt, qui était une enquête magnifique en Argentine sur une cité populaire de Buenos Aires, dans lequel la jeune femme qui est restée 2 ans dans cette cité s'est complètement immergée dans cette réalité de cité populaire de 20 000 habitants. Et qu'est-ce qu'elle voit? Et je trouve ça fabuleux et extraordinairement subversif par rapport aux représentations traditionnelles du droit. Elle constate, elle fait l'observation, elle constate que les pauvres font du droit. Ils inventent du droit. Ils inventent du droit dans la gestion de leurs relations sociales. Et ils vont inventer, par exemple, des règles de transmission. Ils vont inventer des règles d'occupation des locaux qui sont complètement hétérodoxes par rapport à ce qui est officiel du point de vue du droit. Et cette espèce de conscience juridique qu'ils acquièrent, de l'importance et de l'intérêt de l'outil juridique, va les conduire en quelque sorte à avoir une conscience politique. C'est-à-dire, on peut être un interlocuteur de l'administration qui gère notre cité. On peut aussi mettre en place, par exemple, des équipements collectifs qui ont disparu. Ils vont mettre en place un service de taxi, ils vont mettre en place une poste. On voit en quelque sorte là, superbement, après une approche, donc, voilà, 2 ans immergés dans cette réalité, et la jeune femme qui a fait ce travail montre en quelque sorte qu'il y a une effervescence extraordinaire, y compris, je dirais, des pratiques de droit qui s'inventent dans cette cité de population défavorisée. Une nuit, je me suis réveillé pour trouver le titre de son ouvrage, donc, qui s'appelle « À qui appartient le droit ». Voilà. J'en viens au dernier point donc, de ce volet de l'incertitude. On pourrait dire, pour Cass, c'est le droit, donc les champs de savoir sur le droit. Et pour caractériser d'un mot, c'est reprendre l'expression de Georges Gurwitz, c'est-à-dire c'est l'importance accordée au droit social. Un droit social, ou pas un droit de la protection sociale, mais un droit qui est émis, qui fonctionne dans le cadre des effervescences de la société et qui est éventuellement animé, mis en œuvre par des acteurs effectivement de cette société. Et là, c'est l'idée donc de l'importance très très grande du social. C'est John Dewey qui dit les pratiques du droit doivent être mises en contexte. Le droit est totalement un phénomène social. Social dans sa genèse, social dans son intention ou son but et dans son application. Et dans
Dans un article donc, que j'ai appelé la French Touch de la recherche sur le droit, donc la recherche sur le droit en France et des évolutions, je célèbre un ouvrage que j'ai trouvé tout à fait marquant, d'un ouvrage d'historiens, donc Frédéric Audren, Anne-Sophie Chambost, Jean-Louis Alperin, Histoire contemporaine du droit, et dans lequel les auteurs, si vous voulez, promeuvent ce qu'on peut considérer comme véritablement une nouvelle épistémologie pour une histoire du droit, qui était plutôt une discipline assez conservatrice, assez traditionnelle. Et ils disent d'un mot, il s'agit de chercher moins ce que le droit est que ce qu'il fait, ainsi que ce que les gens en font et ce qu'ils en disent. Il s'agit de chercher moins ce que le droit est que ce qu'il fait, ainsi que ce que les gens en font et ce qu'ils en disent. Et de la même façon, pour juste illustrer cette transformation du régime épistémique de la recherche, dans la recherche sur le droit, je référence à un ouvrage, là aussi, de Raphaël Ancinas de Menagori, Stéphanie Hennette-Vaucher et le troisième auteur que j'ai oublié, peu importe. Ces auteurs considèrent qu'il s'agit de situer le droit parmi les sciences sociales et de propulser les catégories d'intelligibilité du droit au-delà des domaines juridiques. En quelque sorte, on a là l'idée qu'une théorie du droit, en quelque sorte, n'est pas une théorie du droit en soi. C'est aussi une théorie de la société. C'est aussi une théorie qui contribue à une théorie de la société. Donc c'est une sorte de décloisonnement et de remise en cause, en quelque sorte, d'une conception autoréférentielle des savoirs sur le droit. Donc, quelques notations simplement pour illustrer compte tenu du temps qui avance. Et là, on est en quelque sorte, si vous voulez, dans des nouveaux courants qui s'esquissent, qui de plus en plus, tant du côté des juristes que du côté des sciences sociales, prend en compte de plus en plus effectivement ce social, l'influence social, le fonctionnement, les complexités de ce fonctionnement social. Et on a là une recherche française notamment qui révèle des tendances qui s'inscrivent dans une tendance internationale qui est très, très évidente, par exemple, dans la sociologie du droit américaine et dans la science du droit aux États-Unis, avec par exemple le courant du Neo-Legal Realism américain qui, de façon totalement évidente, considère que l'étude du social est indissociable de l'étude du droit lui-même, du fonctionnement du droit, de sa création, de son fonctionnement, de son appropriation, etc. Je n'entre pas dans les détails, mais juste une illustration très très vite. Il y a tout un courant aux États-Unis qui consiste à dire dans les Big Five, les grandes universités américaines les plus prestigieuses, consiste à dire, bon, vous avez fait un master de droit, vous allez aller faire une thèse de sociologie, de sciences sociales, puis vous reviendrez après. C'est-à-dire la conception, si vous voulez, un renversement total, c'est-à-dire l'idée de construction d'une élite juridique dont la compétence passe par une acquisition aussi de la compétence des sciences sociales. C'est assez, voilà, je prends ça cet exemple, mais c'est assez extraordinaire, une espèce de bouleversement qui est en cours, à la fois potentiel et réel, sur la notion même de savoir sur le droit. Très vite alors, conclusion, j'ai passé des choses que je voulais dire aussi, conclusion. Quels sont les points forts en quelque sorte de la thèse que je vous soumets et sur laquelle je suis prêt à discuter et éventuellement à reculer dans les certitudes que j'ai acquises en écrivant cet ouvrage. Premier point fort, la mise en perspective des transformations des savoirs sur le droit ne fait pas de ces transformations une exception. Une part importante de la thèse, c'est de dire ce qu'on observe sur le droit, on l'observe dans les autres champs de savoir, dans ceux que j'ai étudiés en tous les cas, et on pourrait élargir éventuellement à d'autres savoirs que je n'ai pas évoqués. Et je redis, donc il y a un exceptionnel parallélisme des transformations des savoirs sur le droit avec les savoirs sur la société et avec les savoirs sur la nature, sciences et technologie.
Premier point. Deuxième remarque finale, le constat dans les 3 domaines de savoir concernés, que le social, au sens générique du terme, ce qui se passe dans la société, les effervescences de la société, le social n'est plus une variable dépendante. Le jeu des acteurs prime sur la construction des structures. Le jeu des acteurs prime sur la construction des structures. Sur les contraintes des structures, pardon. Le jeu des acteurs prime sur les contraintes des structures. Troisième remarque, en quelque sorte, une des résultantes de ce phénomène, de cet extraordinaire parallélisme des savoirs, renvoie à ce que Foucault appelait donc la matrice juridico-politique de nos sociétés. Cette même matrice juridico-politique, incluant des normes juridiques, des normes éthiques, des valeurs, un modèle politique dominant, est à l'image ou interagit avec un modèle de fonctionnement qui sont des savoirs. Cette matrice juridico-politique témoigne d'une remise en cause croissante d'un modèle de régulation par le haut. Voir ce que j'évoquais très vite tout à l'heure, le champ de savoir sur les politiques publiques. Et donc, en quelque sorte, la matrice juridico-politique, elle est en interaction avec les nouveaux régimes de connaissances. Il y a de la réciprocité, en quelque sorte. Les nouveaux régimes de connaissances ont influé sur la matrice juridico-politique et elle-même influent sur l'évolution des nouveaux régimes de savoir. Très vite, remarque 4, cette tendance lourde ne signifie pas un changement inéluctable, une sorte d'unilatéralité de l'évolution. Et ici, on pourrait se référer une nouvelle fois à la remarque des auteurs de l'ouvrage « Histoire contemporaine du droit ». Il s'agit en effet pour ces auteurs de faire prévaloir une problématique non pas de la succession que celle de la coexistence, pour finalement admettre que nous sommes face à une période historique où s'affrontent plusieurs temporalités. Les changements analysés sont en tension avec des régressions toujours actives qui autorisent, en l'occurrence, à parler, comme je l'ai fait pour mes travaux sur la régulation politique, donc qui autorisent à parler de champ de force. Nous sommes au sein de champs de force dans lequel se jouent en ce moment ces rapports complexes entre système de savoir et matrice juridico-politique. Je crois que là, pour terminer, je dirais que là, on devrait, en quelque sorte, toute cette mobilisation que j'ai opérée et dont on rend compte cet ouvrage, doit nous conduire à retravailler pas simplement sur nos disciplines respectives, nos champs de savoir respectifs, mais ce qu'il y a de commun éventuellement qui dépasse ces divisions du travail de connaissance et qui oblige en quelque sorte à revenir de façon plus générale sur le régime épistémique, sur le régime des savoirs, en opérant en quelque sorte des transversalisations aussi. D'où l'intérêt, moi je porte un intérêt passionné à l'interdisciplinarité sans concession, qui a fait une grosse mobilisation sous l'égide de la Réseau national des maisons des sciences de l'homme, et sur lesquels on ne parle plus en termes de ma discipline, mais on s'interroge sur en quoi parfois ces limites qu'on se donne à l'intérieur d'une discipline tiennent plus à des raisons institutionnelles qu'à des raisons d'intérêt du point de vue du savoir, en quelque sorte. Et donc il y a, face aux défis multidimensionnels auxquels nous sommes confrontés, il y a sans doute à revenir collectivement et de façon transversale à cette division du travail de connaissance, notamment division stricte en discipline. Et d'autre part, je crois qu'il y a aussi, en quelque sorte, à considérer face à la multidimensionnalité des défis, des problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées, comment inscrire, et c'est ce que disent ces nouveaux régimes de savoir, c'est comment inscrire l'enjeu démocratique, comment inscrire, sous quelle forme, l'implication citoyenne, en considérant et en adhérant, comme moi je le fais moi-même, une philosophie des sciences qui considère que
il n'y aura plus d'émergence de la vérité que dans une véritable socialisation de la vérité ou de travail de production de la vérité. Je vous remercie.